Alors notre prochain intervenant est le directeur du Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales. Il compte de nombreux domaines d'expertise, le Green Deal européen, les technologies et les solutions bas carbone, les marchés pétroliers et gaziers, les États rentiers, les majors pétrogazières et les sociétés nationales. Je suis ravie d'accueillir Marc-Antoine Elmazega pour une contextualisation des enjeux actuels du gaz et un focus sur les opportunités de développement et de stockage des énergies renouvelables. Marc-Antoine, bienvenue. Bonjour à toutes et à toutes. Alors Jean-Marc a déjà dit beaucoup de choses, je le salue. Je vais peut-être pas trop m'attarder sur le gaz, mais vous livrez quand même un sentiment évidemment d'urgence qui s'accumule, de tensions et de risques et de menaces qu'on n'aurait jamais envisagées en réalité. C'est-à-dire que le plus grand fournisseur extérieur de l'Union européenne, qui est la Russie, est en train et a déjà violé ses engagements de long terme, n'est plus un fournisseur fiable. Et évidemment, la question c'est qu'est-ce qui va se passer avec le Nord Stream qui est en maintenance actuellement, mais dont les flux ont déjà fortement baissé, avec potentiellement évidemment le risque qu'il n'y ait plus de gaz qui arrive en Europe et que cela accélère finalement le glissement vers la récession, notamment en Allemagne. Et si l'Allemagne est en récession, ses voisins le sont aussi, et donc il y aura des répercussions sur nous. Le deuxième risque, et en fait on n'est même plus dans la zone du risque, on est plutôt dans la zone de la menace déjà, c'est de perdre une partie de nos industriels énergo-intensifs. Puisque une partie d'entre eux, notamment en Allemagne, ne peuvent plus survivre à cette situation de choc des prix sur le gaz et de surcroît ne survivront pas à une possible situation de rationnement. Donc ça c'est extraordinairement préoccupant puisqu'on a déjà perdu une partie de notre industrie, en partie en France, mais il en restait quand même plutôt pas mal en Allemagne et en Italie. Mais le problème c'est que là, tout cela risque en partie de disparaître. Et les arguments qu'on entend sur lesquels ces industriels sont dans des écosystèmes et qui sont too big to fail et que donc il faudra les prix valent ce qu'ils valent, mais s'il n'y a plus de gaz, vous avez beau compenser financièrement, etc., l'outil industriel est cassé. Et donc évidemment il y aura le sujet de la prochaine vague de délocalisation dans d'autres pays de l'OCDE, type Australie, États-Unis, où il y a d'une part du gaz et des fossiles pas chers, et abondant et disponible et sûr, et d'autre part des énergies bas carbone, pas chères, abondantes et bientôt disponibles. Et donc évidemment, on ne trouvera pas ça forcément en Europe, et c'est un immense problème. La deuxième chose, je crois que ça a été largement dit, il y a une bonne nouvelle dans tout cela, c'est que pour la première fois, on va prendre l'efficacité énergétique et la sobriété au sérieux. Ça va s'imposer à tous, avec quand même un certain nombre de bémols, c'est-à-dire que ce qu'on a fait en France jusqu'à présent ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas geler tous les prix, et puis en même temps distribuer des chèques énergie, et faire bénéficier ça à tout le monde. C'est juste pas possible. Donc on va finir l'année à peu près avec 20 milliards de surcoûts budgétaires liés à ces mesures anti-inflationnistes. On comprend bien que c'est pas tenable, et donc il est temps évidemment de recibler tout cela. Je crois que finalement ça va être opéré, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que seuls les plus vulnérables pourront être aidés et que tous les autres devront soit payer, soit adapter effectivement leur comportement ou changer de technologie, etc. La troisième chose, c'est que en fait on a bénéficié de 5 années de prix de l'énergie extraordinairement bas. C'est pour ça que ces chocs sont rudes. En fait, on s'est tous endormis. La sécurité des approvisionnements ne comptait plus. Ça nous a permis de faire une chose quand même, c'est de se fixer des objectifs de décarbonation qu'on n'aurait pas attendu comme cela il y a encore quelques années. Donc, c'est évidemment 2030 avec une vraie accélération et 2050 avec la neutralité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et le cap est maintenu. Donc quand on regarde les derniers votes sur le Fit for 55 à Bruxelles, en passant, le Fit for 55 a été présenté il y a 1 an, le 14 juillet 2021. Et 1 an après, on a déjà quand même des accords
majeure sur un certain nombre de piliers de ce Fit for 55, donc ce sont des extraordinairement bonnes nouvelles. Alors, maintenant, évidemment, le problème, c'est que il faut qu'on accélère sur les énergies renouvelables. Le problème, c'est que la fin, c'est qu'on a atteint finalement le fond. Les énergies renouvelables voient leur coût de déploiement augmenter. C'est terminé la période de baisse. Le problème, il est lié aux chaînes de valeur, il est lié au fait qu'il faille porter une grande partie de ces équipements, et puis il est lié au permitting. Mais on le retrouve aussi dans le biométhane, on le retrouve partout. Donc, à chaque fois, finalement, il faut se demander, donc on subit un certain nombre de chocs extérieurs et de problèmes extérieurs, mais à chaque fois, il y a aussi une dimension sur laquelle on peut agir chez nous, en France et en Europe. Eh bien, c'est celle-là qu'il faut maximiser. Donc ça veut dire piloter la demande, ça veut dire réduire cette demande, ça veut dire accélérer le permitting, faciliter tout cela. Et là, il y a un immense gisement d'économie, évidemment. Et il faut espérer qu'on y arrive. Donc il y a un volet administratif à ça, mais il y a un volet aussi de responsabilité. Il faut que les élus, les élites politiques, aillent dans le même sens et prennent leurs responsabilités quand ils font face aux citoyens qui, évidemment, peuvent avoir d'autres préoccupations. Et là, je crois que ça manque encore pour aller dans ce sens-là. Ensuite, une troisième chose qui est importante, c'est celle de la réindustrialisation par les technologies bas carbone. Alors, on a collègues de UAV, je crois, qui vont s'exprimer tout à l'heure. Le sujet, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire cette transition, et surtout accélérer, si on doit tout importer. C'est absolument hors de question. Et la question après, évidemment, c'est que jusqu'à présent, c'est ce qui nous a permis, en fait, d'obtenir cette baisse des coûts. Les chaînes de valeur internationales ont beaucoup aidé, mais maintenant, on comprend que le sujet, c'est quand même la résilience. Le sujet, c'est les empreintes carbone. Et le sujet, c'est l'emploi et, finalement, les chaînes de valeur locales. Et donc, là, pareil, il va falloir un sérieux virage, très rapide. Et je pense que le sujet, c'est pas est-ce qu'on veut acheter des produits chinois, etc. Non, le sujet, c'est on veut acheter des produits qui sont fabriqués en Europe, dans l'Union européenne, et de surcroît, si possible, en France. Et donc, évidemment, ça a un prix, mais la valeur monétaire du panneau solaire ne saurait être le seul critère. Et ça, je crois que c'est très important. Et donc, il faut aller dans ce sens-là. Et un certain nombre de normes sur les empreintes carbone, etc., vont dans le bon sens, mais on peut encore faire beaucoup plus. Une dernière chose que je voulais évidemment surligner, c'est le fait que les crises actuelles montrent à quel point, en fait, et ça a été dit, mais je crois qu'il faut le redire, on est encore en plein dans un monde des fossiles. La France fait un tout petit peu exception parce qu'on a le nucléaire, mais l'Europe, le reste du monde, sont encore finalement accros aux hydrocarbures. Et là se pose un certain nombre de défis, puisque évidemment on est en train de relancer le charbon en ce moment, on va relancer l'exploration-production dans le gaz dans un certain nombre de pays en Europe. Les États-Unis vont sans doute élire un congrès républicain en fin d'année. Les Japonais, les Coréens, etc. n'attendent que cela pour se dire finalement on va attendre 5-6 ans avant de faire quoi que ce soit, puisque les Américains ne feront rien, de toute façon leurs objectifs ne sont absolument pas crédibles. Donc le risque aussi là, c'est finalement d'être un îlot, encore plus qu'avant, dans le monde. Les seuls à avancer, ce serait nous, avec des coûts qui montent. On sait maintenant que la transition énergétique ne sera pas déflationniste, mais elle sera probablement inflationniste. Et donc, évidemment, il y a un risque de casse économique, institutionnelle, et puis de sécurité d'approvisionnement. Donc, le sujet est extraordinairement sérieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, notre seule possibilité là-dedans, c'est de renforcer encore nos institutions communautaires, nos politiques communautaires, pour avancer ensemble et former finalement un bloc le plus cohérent possible dans cet ensemble mondial qui ne va pas aller du tout dans la même direction que nous, probablement. Et cela, ça implique aussi de la responsabilité. Ça implique évidemment d'arrêter de jeter la balle sur tout ce qui se passe à Bruxelles. Au contraire, il faut s'y intéresser davantage. Donc on vient d'élire une nouvelle assemblée en France. Je crois qu'il faut souhaiter évidemment qu'une grande majorité de ces 600 députés deviennent des vrais spécialistes de ce qui se passe à Bruxelles, parce que c'est évidemment absolument essentiel. Voilà, donc en quelques mots, un petit tour d'horizon de ces sujets-là pour vous dire en conclusion que malheureusement, on va avoir des prochaines semaines et des prochains mois qui vont être extraordinairement difficiles. Par contre, on sortira évidemment renforcé de cette crise,
Mais voilà, il va falloir s'accrocher durement et souhaiter évidemment que nos responsables politiques en prennent toute la mesure. Je suis un peu frappé de voir que l'Allemagne, qui est quand même un pays avec 3 partis politiques en coalition, qui est un peu difficile à gouverner, eh bien lui, bien sûr, l'ampleur du choc du gaz russe est bien plus important que chez nous. Mais enfin, les préparatifs pour des mesures exceptionnelles de sobriété, etc., sont bien plus avancés chez eux que chez nous. Et on ne peut pas juste se contenter de dire que bah oui, on est moins dépendant du gaz russe, donc on sera moins concerné. Non, en réalité, on est dans le même bateau. Et donc, voilà, souhaitons un été productif dans ce sens-là pour finalement arriver en vrai résistant à l'automne pour préparer l'hiver. Merci beaucoup de votre attention.